6 communications, essentiellement des doctorants, qui vont nous présenter leurs travaux ici. Et donc le premier, je rappelle déjà plus simplement comme ils sont tous allés, que compte tenu des contraintes, vous voyez vous-même dans le temps, on est très en retard. Pour les doctorants, je sais que c'est difficile quand on fait sa communication pour la première fois. S'il vous plaît, mettez le focus sur la problématique. Qu'est-ce que vous voulez démontrer pour aller vite, parce qu'on n'a que 10 minutes à chacun. Et si vous essayez de dépasser les 10 minutes, je reviendrai, vous verrez ma tête là, ça voudra dire qu'il faut s'arrêter. Donc essayons de se tenir un peu dans le temps pour qu'on puisse avoir l'échange avec la salle. Je suis Léonard Mataratala, mais pour ceux qui étaient là le matin, je suis maître de conférence à HDR, à l'unité de la recherche, de l'Université de Lorraine en France, et je suis aussi membre de Cap Afrique, qui est partenaire de cette organisation, de l'organisation de cette conférence. Donc, M. Tchoudiba Boudjorbo, que j'ai l'honneur de connaître parce que je l'ai eu comme étudiant à l'Université de la Francophonie. Je suis heureux de le retrouver ici. Il va donc vous parler des origines et des évolutions des partenariats Europe-Afrique. Quelles leçons pour les futurs partenariats? Tchoudiba, vous avez 10 minutes. Vous m'entendez? Tchoudiba? Si vous m'entendez, vous pouvez aller, mais je ne vous entends pas. Bonjour, chers participants. À l'entente de mes propos, j'aimerais remercier de vive voix l'IGA, Cap Afrique et l'Université de Rabat pour l'organisation de ces colloques scientifiques intitulés Triangle Chine-Russie-Afrique. Quel enjeu pour le triangle France-Europe-Afrique, dont je communiquerai sur la thématique de l'origine, évolution et bilan des partenariats Europe-Afrique. Quelles leçons pour des futurs partenariats? À ce niveau, nous allons nous entretenir sur un plan réparti en 3 parties, hormis l'introduction et la conclusion. Nous allons en premier lieu parler des origines et l'évolution des partenariats Europe-Afrique. Après, nous allons tomber sur les enjeux et défis communs des 2 partenariats et par la suite proposer des pistes et des recommandations pour des partenariats futurs. Alors, à l'introduction, j'ai mis en slide les propos de ces deux personnalités que vous connaissez tous. La première, c'est l'assertion de Mme Federica Mogherini, ancienne représentante et vice-présidente de la communauté européenne, qui disait que nous avons besoin d'une nouvelle donne entre l'Afrique et l'Europe, entre partenaires égaux qui ensemble définissent les priorités, cernent les problèmes et sont responsables de la réalisation des objectifs communs. Nelson Mandela, alors, en l'an 2000, à London School of Economics, avait dit que ce qui s'est produit en Afrique influence aussi ses relations au monde. La pérennité dans la croissance et le développement requiert par conséquent la paix, la sécurité et la stabilité et l'unité du continent africain. La paix est l'arme la plus importante pour le développement. Ces 2 assertions, en fait, constituent déjà l'objet de notre recherche en ce qui concerne les futurs partenariats entre les pays de l'Union européenne et les pays africains. Pour continuer, je voulais dire que la présente recherche est portée sur l'origine et l'évolution des partenariats Europe-Afrique et leur valeur ajoutée pour des futurs partenariats, dans un contexte de remodelage de l'ordre mondial mu par les nouvelles puissances comme la Chine, la Russie ou encore l'Inde et la Turquie. L'objectif principal de cette analyse est de lever l'équivoque sur les zones d'ombre d'image des partenariats Europe-Afrique et qui conduit à leur faible bilan, mais également de proposer des pistes, des solutions et des recommandations pour des coopérations durables et équitables entre les 2
continent. Alors, le choix de cette thématique est guidé par la recherche de solutions aux problèmes de développement durable de l'Afrique, qui suscite des réflexions azimuth, dont la redéfinition des partenariats Europe-Afrique est au centre. Et la méthodologie utilisée dans ces cadres de recherche a été axée sur une approche historico-politique qui nous permet de mettre sur pied une problématique qui s'articule autour de la praticabilité et la faisabilité du triangle Europe, France, Afrique face à celui de Chine, Russie, Afrique. Qu'est-ce qui rend réellement la Russie, la Chine ou encore la Turquie plus attractive que la France? L'Europe aujourd'hui, la France, l'Europe aujourd'hui en Afrique. Quelle perspective de venir pour des nouveaux partenariats Europe-Afrique dans ces contextes de suppli de la suprématie occidentale en Afrique? Alors, en ce qui concerne l'origine et l'évolution des accords UACP, il faut savoir qu'il existe plusieurs cadres de coopération entre les pays africains et l'Union européenne. L'Union européenne, comme on l'avait déjà souligné les précédents intervenants, ont des accords de partenariat commerciaux, économiques, avec des blocs de pays, avec d'abord l'Union africaine autour des grandes stratégies et aussi avec des pays individuellement. Donc, les grands accords s'articulent autour des accords UACP, devenus aujourd'hui des APE. À côté, il y a aussi la stratégie commune Afrique autour des plans d'action périodiques qui comportent des actions communes à travers des stratégies de priorité. Il y a aussi des sommets Union européenne, Union Afrique, Union européenne, Union africaine, dont nous sommes déjà au 6e sommet, des réunions interministérielles. Tous ces cadres juridico-politiques et institutionnels permettent aux deux continents de se familiariser autour des coopérations pour leur développement économique. Mais je m'appesantis beaucoup plus sur les accords UACP parce que c'est la base d'abord des relations Europe-Afrique, parce que c'est des accords qui sont issus directement des reliques de la colonisation. Des reliques de la colonisation, et c'est cet héritage, par exemple, qui joue un peu sur les nouveaux partenariats entre les pays d'Afrique et les pays de l'Europe. Donc ici, entre les deux accords, par exemple les accords de Yaoundé 1 et 2, on est passé à l'association octroyée, on est passé de l'association octroyée à une convention négociée après la cession de certains pays à l'indépendance. C'est-à-dire l'Union européenne, qui était au début la CECA, a mis sur pied des relations avec les pays, les ex-colonisés, de l'autre côté. Et les accords UE-ACP sont nés avec l'accord de Lomé au Togo, qui a été signé en 1975 et qui a été révisé en 80, puis en 85 et en 89. C'est avec cet accord, oui, c'est avec cet accord que le terme UACP est né. Et après, on était tombé sur les accords de Cotonou qui étaient échelonnés sur une fourchette de temps de 20 ans et avec 5 ans renouvelables. C'est avec cet accord qu'apparaît la clause de la nation la plus favorisée. Tous ces accords ont été évolutifs dans le cadre des partenariats pour permettre aux pays africains d'entrer dans l'économie mondiale. Mais ces accords n'ont pas été d'une manière ou d'une autre anticipés par les deux parties qui, à chaque fois, nous suivons très bien, à chaque fois, se jettent des pierres, se laissent des fautes les unes sur les autres, alors que nous connaissons très bien. Si vous m'entendez, il faudrait conclure, non? Il vous reste 3 minutes, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord, d'accord. Donc ici, les enjeux et défis communs de l'Afrique et de l'Europe. L'Afrique et l'Europe ont une histoire commune et une proximité géographique particulière. Et ce sont des pays, et ces deux continents et aussi du monde. Et à ce niveau, nous apportons des propositions
pour des futurs partenariats durables et équitables. À travers la liste des relations entre les pays, on assiste au modelage des relations internationales, c'est-à-dire avec l'hégémonie des nouvelles puissances comme la Chine, qui ne sont pas des nouvelles puissances, mais qui sont en train de gagner le terrain en Afrique à travers des stratégies beaucoup plus disparates. Mais à ce niveau, comme on dit, l'Europe et l'Afrique ont des histoires communes, ont des intérêts communs, et ils doivent prévoir leur stratégie de cohabitation pour pouvoir évoluer ensemble. Raison pour laquelle nous avons choisi de proposer quelques pistes de solutions qui sont liées par exemple aux anciens accords. Alors pour finir, il faut savoir que cette étude montre que l'Europe et l'Afrique ont clairement beaucoup de choses à partager ensemble, car certains liens sont naturels, donc indéfectibles, malgré les déchirures du passé dont on ne peut défaire. Les grandes questions qui cristallisent les relations Europe-Afrique et qui propulsent les relations Chine et Russie-Afrique s'articulent autour de la problématique des accords monétaires et financiers. Du dessous des cas des accords militaires, des méandres des coopérations économiques et commerciales, dont j'ai parlé des accords UACP qui demandent à être axés sur des résultats, c'est-à-dire des bilans possibles, parce que les enjeux en Afrique et les défis évoluent. Donc il va falloir aussi que ces cadres de coopération évoluent aussi et qui soient axés sur les problèmes de l'Afrique et aussi des objets d'artifice, dont l'Europe doit comprendre et accepter que les choses aient changé et qu'elle doit obligatoirement déterminer sa nouvelle politique africaine, des sujets sur lesquels elle doit en discuter avec les Africains. Que ça ne soit plus des collaborations traditionnelles entre État et État, mais qu'il intervienne aussi des sociétés civiles, des entrepreneurs, des jeunes leaders, des chercheurs, afin que cette coopération sorte enfin du lot et puisse arriver à toucher toutes les couches en Afrique. Donc, les jeunes, par exemple, sont les plus basiques qui occupent la jeunesse africaine le long de la journée en grande partie, sans emploi et en quête de nouvelles opportunités. Je vous remercie pour votre aimable attention. Avec une réflexion. Allô? Oui, ça coupe beaucoup, on vous entend pas trop, on vous entend pas bien. Vous avez un problème de connexion aussi. Un mot sur deux, on ne vous entend pas. Non. Vous m'entendez? Oui. Oui, allez-y. Donc, je disais que je voudrais partager avec vous une réflexion sur la nouvelle politique sécuritaire annoncée de la France à l'Afrique, faisant suite à l'écoute attentive et par Emmanuel Macron et lié. Alors, pour mener cette réflexion, nous avons recouru à une analyse thématique du président Emmanuel Macron. A été faite en dans le pour remercier le d'organisateur pour l'opportunité qui m'est offerte pour partager une réflexion sur la nouvelle politique sécuritaire annoncée la France à l'Afrique. Cette réflexion fait suite à l'écoute attentive du discours du président français Emmanuel Macron le 27 février. Pour mener cette réflexion, nous avons recouru à une analyse thématique compte tenu du discours. Elle a été faite en deux. Premièrement, l'éclairage extrême sur la sécurité et la analyse. Nous sommes parvenus à deux résultats. Nous allons vous présenter lesquels nous souhaitons discuter le meilleur. Le premier est que la nouvelle politique sécuritaire
annoncée de la France a été imposée en France par le contexte. Le président Emmanuel Macron, lorsqu'il évoque l'origine de la nouvelle politique, il y a qu'est-ce qui s'était passé quelques mois avant ces discours. Alors il y a deux éléments majeurs qui sont sortis de notre analyse. Premièrement, le retrait de la présente conseil et son extension au Burkina Faso. Ce sujet a marqué les esprits des politiciens français et ce jour, dans son discours, le président Emmanuel Macron avait émis le vœu de ne plus voir telle chose se répéter dans l'histoire de la France. Cela montre combien le rejet de la France par les autorités actuelles au Mali a marqué les esprits en France avec la manière de penser par rapport à. Et le développement que nous avons évoqué, c'est de la et dans le seul a montré de manière de retour en Russie en Afrique avec tout ce que cela et je crois que le président parlait voilà l'importance de la présence militaire russe en Afrique, notamment avec l'accord le contexte actuel a imposé pour s'adapter aux changements en cours afin que derrière cette influence en Afrique francophone. Alors le deuxième résultat que nous présentons et que nous avons partagé avec vous, c'est que la politique française de la France en Afrique est donc de la France en Afrique francophone. En effet, les motifs qui ont conduit à l'initiation de réflexion sur la nouvelle politique de la France avec l'Afrique montrent que suffisamment qu'il s'agit en fait d'un repositionnement stratégique de la France en un continent caractérisé par une compétition stratégique très importante. Et deux axes majeurs sont au cœur donc de ce repositionnement stratégique. Le côté axe, c'est la prééminence de la prévention militaire dans la politique annoncée par le président Emmanuel Macron. En fait, c'est qui peut souligner ici, c'est que la formation militaire devient prioritaire. Elle devient prioritaire. Et dans son discours, le président et les mots tels que déni, vol, formation, équipement. Et la démarcation de la formation militaire avec les dans ce cadre politique militaire. Au cours du cadre de formation, en effet, elles se dérouleront dans les bases militaires françaises. Ce sont des bases qui seront transformées en pôles. C'est une nouveauté type militaire. Au niveau des principes, une nouvelle offre de formation est construite suivant autour de trois principes. Le principe de la co-construction, le principe de la projection et le présidence africain par la France. Alors la co-construction intègre le fait que les acteurs africains vont participer à la mission ou l'élaboration de politiques de contrôle seront mis dans le nouveau format des bases militaires. La projection signifie simplement que l'administration de ces bases militaires sera faite conjointement par et les partenaires africains. C'est vraiment une position significative qui marque la coopération africaine dans ses rapports avec elle. Et le dernier élément, c'est le respect des partenaires africains par la France concernant la ouverture aux partenaires non africains. Et ici, c'est important de relever, c'est un pouvoir de décision que la France souhaite donner aux africains
dans le cadre de ce groupe sécuritaire. Le axe de cette sécurité est l'européanisation de l'intervention militaire. Je voudrais, c'est le cœur même de ce que nous, là, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le niveau de la formation militaire commun. Alors, ce que moi j'ai retenu ici, c'est que cette option d'organisation des interventions en Afrique, ce n'est pas beaucoup, c'est juste une marque en arrière, parce que entre et 2009, la France avait choisi l'option d'européaniser ses interventions militaires en Afrique, notamment avec ATI. En 2003, au port en Aide, en 2006, au port Tchad essayé en mars 2008 et le Atlant en 2008. Seulement, à partir de 2010, la France a repris la politique d'unilatéralisme dans les interventions militaires, notamment au Côte d'Ivoire, au Mali, et puis après à SCA. Mais face au sentiment anti qui était développé sur le continent, ça pouvait juste aujourd'hui de se repositionner en mettant en avant l'Europe dans ses interventions. Donc, pour conclure, la nouvelle politique militaire de la France en Afrique annoncée par Emmanuel Macron lors du discours de février 2023 est une réponse apportée à la France par la France dans le contexte de redistribution de cartes stratégiques. C'est une adaptation à l'environnement stratégique en Afrique qui permet une condition stratégique à et à suivre de la France existante et l'européanisation des interventions au continent d'autre part. Je vous remercie pour votre bienveillance. Merci beaucoup, M. Ndiéguéma. Je suis vraiment désolé, mais la connexion nous fait défaut. Je ne sais pas si c'est de votre côté ou du nôtre. Il y a beaucoup de choses qu'on a ratées de votre belle présentation. C'est un peu dommage. Peut-être tout à l'heure, il y aura des questions, on verra. Je vais passer au troisième intervenant. Je ne sais pas s'il est là. M. Clotel Mengoto, qui est censé nous parler de l'analyse des stratégies internes du développement de l'Afrique et l'apport de ses partenaires chinois, russes et européens pour son émergence de 1960 à 2022. Est-ce que vous êtes en ligne, monsieur? Qui est normalement un doctorant, donc quelqu'un qui fait sa thèse à l'université de N'Djamena au Tchad. Êtes-vous là? Je dois comprendre qu'il n'est pas là. L'informaticien n'est pas là, il m'abandonne tout seul, je vais gérer les choses comme je peux. Moi, je ne sais pas si comment je fonctionne ici. Alors, l'intervenant suivant, j'espère qu'il est là. Herman Thierry Sombogne, qui est docteur, lui, de l'Université évangélique du Cameroun. Est-ce qu'il est en ligne? Ah, c'est moi qui chante, disons. Monsieur Herman Sombogne n'est pas en ligne. Ok. L'intervenant suivant, c'était censé être monsieur... Ah, c'est le grand chef de machine qui arrive, c'est là qu'il me faut. Monsieur Rodrigue Junior Baumbekin Moll, Institut de relations internationales du Cameroun. Vous êtes là? Ah. Oui, monsieur, bonsoir. Je vous entends, mais on ne vous voit pas. Si vous pouvez ouvrir votre caméra, s'il vous plaît. Vous êtes où? Allô? Ah, d'accord, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous avez 10 minutes, s'il vous plaît. Allez juste à l'essentiel de votre communication parce que j'ai 6 personnes à faire passer, on a peu de temps. Okay. D'accord. Voilà. Merci. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, ma communication porte sur le paternalisme français à l'épreuve de l'avancée sino-russe en Afrique. Décryptage, enjeux et perspectives. Bon, la montée en puissance de la Chine et de la Russie contribue indéniablement, n'est-ce pas, à bousculer autant pour moi les équilibres géopolitiques en Afrique. Aujourd'hui, la Chine est le principal financier du continent. La Russie est devenue un acteur très stratégique, notamment dans le domaine sécuritaire, portant ainsi un coup à l'influence française, qui jadis était le partenaire privilégié des États africains, notamment en Afrique francophone. Cette dynamique, n'est-ce pas, notamment dans un contexte où l'Afrique est au cœur des enjeux internationaux, quand on parle des questions de développement, des questions sécuritaires, nous amène à nous interroger quel est le partenariat, n'est-ce pas, idéal pour l'Afrique, n'est-ce pas, à l'effet de pouvoir atteindre ses objectifs, que ce soit de développement ou bien même de sécurité. On est, n'est-ce pas, parvenu à la conclusion que cette dynamique, n'est-ce pas, enclenchée par les Chinois et les Russes, ont amené la France à reconsidérer un certain nombre de choses. Quand on voit ça, et là, le sentiment anti-français qui pilule, n'est-ce pas, on remet en question les pratiques soupçonnées de réalistes, on remet en question les questions de franc CFA. Aujourd'hui, la France a compris qu'il y a urgence pour elle, n'est-ce pas, de revoir sa politique africaine. Tout à l'heure, l'intervenant précédent, M. Guillemard, évoquait les propos de Emmanuel Macron qui déclarait clairement qu'il envisageait rebâtir, ne serait-ce que sur le plan sécuritaire, revoir, n'est-ce pas, l'attitude que la France avait en temps, j'ai comme ça à l'esprit, il disait que le partenariat sécuritaire entre l'Afrique et la France ne sera plus paternaliste, il sera beaucoup plus partenarial. Donc, c'est cette montée vraiment puissante de la Russie et de la Chine qui a amené la France à revoir son attitude vis-à-vis des Africains. D'un autre côté, je vois qu'il y a lieu de souligner que la russophilie et la xénophilie qui pullulent partout sur le continent elle est à questionner. Elle est à questionner en ce sens que lorsqu'on entre en profondeur, on constate que les Chinois et les Russes, n'est-ce pas, poursuivent sur des modalités différentes et les mêmes intérêts stratégiques que la France. Quand on voit, n'est-ce pas, l'opacité qui encourt certains crédits que la Chine offre aux États africains, quand on voit la proximité que certains régimes africains ont avec les milices privées russes, j'ai à l'esprit comme ça, Wagner. Cela donne l'impression qu'on n'est pas véritablement sorti des pratiques qui jadis étaient dans la France-Afrique. Donc je crois qu'il est question pour les Africains de comprendre qu'il s'agisse des Russes, des Chinois ou des Français, ce qu'il y a toujours en jeu, ce que ces différents partenaires poursuivent, c'est toujours les intérêts personnels. Donc je crois que les Africains doivent prendre en compte tout cela et ils doivent chercher les contextes dans lesquels leurs intérêts convergent avec les partenaires qu'ils ont en face d'eux et les intérêts dans lesquels cela diverge. Sauf que lorsque les intérêts convergent, ils doivent aménager des cadres qui fassent en sorte qu'ils puissent en tirer le meilleur. Et pour ce faire, il faut que l'Afrique souscrive à un certain nombre de rationalités. La bonne gouvernance. Aujourd'hui, les questions sécuritaires sont beaucoup plus dues à la mauvaise gouvernance. Quand on voit les manifestations, que ce soit au Mali, au Burkina, il y a la demande sociale, on a l'impression que les politiciens ne parviennent pas à répondre à cette demande sociale-là. Et même le terrorisme qui publie là, tout ça c'est la pauvreté, c'est-à-dire que le terrorisme a trouvé un terrain effectivement vers la pauvreté. Donc il faudrait vraiment que les pouvoirs publics travaillent, n'est-ce pas, à pouvoir apporter des réponses concrètes à ces questions. Je ne vais pas être long, vraiment voilà de manière succincte ce que je pouvais dire. Je vous remercie pour votre attention. Ah oui, merci.
Merci beaucoup en tout cas pour avoir été aussi bleu. Je ne pensais pas que vous ferez comme ça, mais très bien, merci beaucoup. J'espère qu'il y aura des questions, en tout cas moi j'en aurai peut-être une tout à l'heure. Monsieur Mantierisso, est-ce qu'il est en ligne? Monsieur So, docteur de l'Université évangélique du Cameroun. Madame Madeleine Faïla Bagnolag, doctorante à l'Institut de relations internationales du Cameroun. Non, pourtant il est de la même université que vous, normalement la connexion des faits est bonne. Oui, bien sûr. Monsieur Clotaire Jepano. Clotaire Jepatal Mengoto, doctorant de l'Université de N'Djamena. Êtes-vous là? Bien. Alors, écoutez, chers amis, on a entendu au moins 3 intervenants, M. Boudjolbo Tchoudiba, M. Mbiye Guéma, et puis M. Rodrigue Junior. Je vais leur laisser la parole, je laisse la parole à la salle, si vous avez des questions à leur poser, on a encore un peu de temps. Qu'est-ce qu'on m'a dit qu'on devait arrêter le film là? On a encore beaucoup de temps. Bon, il n'y a pas il y a 3 intervenants qui n'ont pas pu. En tout cas, je ne vois pas, là, qui ne sont pas en ligne, qui étaient censés intervenir en ligne, mais ils ne sont pas là, peut-être qu'ils ont des problèmes de connexion. Y a-t-il des questions pour nos intervenants, s'il vous plaît, dans la salle? Alors, je vais peut-être me lancer pour pouvoir entamer le débat. Ah, pardon, monsieur le doyen, excusez-moi. Il y a un micro quelque part pour les doyens, s'il vous plaît? Oui, ici. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Et donc, j'ai pu entendre la dernière intervention totalement. Donc, ma réaction va concerner la dernière intervention de notre ami camerounais. En rapport un peu avec les reproches qui ont été adressés à la France. Je ne suis pas la porte-voix de la France, mais seulement pour interroger notre intervenant sur la nécessité de relativiser pour ne pas expliquer tous les échecs logistiques par l'ordre. Vous entendez bien la question ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors je vais faire l'intervention. Le doyen va reprendre sa question alors. Oui, je vais reprendre un peu la question parce que, si j'ai bien compris, vous avez insisté beaucoup sur la responsabilité des puissances traditionnelles, à leur tête la France. Mais, comme je viens de le rappeler, je ne suis pas là pour défendre la France, je n'ai pas la qualité, mais seulement pour se poser avec vous des questions sur la part domestique, si j'ose dire, dans les échecs accumulés après l'expérience des indépendances. Hein? Parce que, pour contextualiser, avant la fin de la guerre froide, comme vous le savez, l'Afrique était divisée en 2 camps antagonistes, ceux dits progressistes et ceux dits pro-occidentaux conservateurs. Donc, est-ce qu'on peut également parler sur la responsabilité historique des pays anciennement socialistes dans les mauvaises performances en termes de développement économique et social en Afrique, au lieu de focaliser seulement sur les puissances occidentales, et également la responsabilité domestique, parce qu'ils sont très importantes, parce qu'au lendemain des indépendances, on a essayé d'imiter le modèle interventionniste, dit en quelque part socialiste,
en imposant des politiques de développement interventionnistes, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas donné les effets escomptés. Et merci. Il y a une deuxième question. Vous avez entendu la question. Les doyens vous demandent, vous avez pointé du doigt ici les anciennes puissances coloniales, notamment la France, d'être responsable des difficultés qu'il y a ici. Et les doyens voudraient savoir si, de votre point de vue, il n'y a pas aussi une responsabilité interne de ces États africains dans le sort qui leur est réservé ici. Au lieu de tout le temps pointer du doigt les autres, est-ce que l'Afrique n'est pas aussi un peu, si j'ai bien compris la question du doyen, l'Afrique n'est pas un peu aussi responsable de son propre destin? C'est un peu ça que les doyens voudraient savoir. Si vous voulez répondre tout de suite à une deuxième question derrière. Je peux répondre. Oui, allez-y. Je peux répondre. Oui, allez-y. On vous écoute, monsieur. Allô? Oui? Allô? Vous avez la parole, allez-y. Oui, merci. Alors, évidemment que les Africains n'ont leur pas de responsabilité. C'est juste parce que j'ai été bref, mais dans ma communication, j'ai n'est-ce pas montré que les Africains se sont installés dans une espèce d'extraversion. La sous-traitance des questions personnes militaires à travers le franc CFA, des questions sécuritaires avec la présence afghane témoigne clairement que l'Afrique s'est installée dans cette situation de dépendance, dans un mimétisme. Or, effectivement, l'expérience, n'est-ce pas, de l'implémentation des modèles européens, l'échec autant pour moi de l'implémentation des modèles européens en Afrique, démontre clairement qu'il va falloir que les Africains trouvent eux-mêmes leur bon pouvoir. Il va falloir que les Africains trouvent eux-mêmes leur bon pouvoir parce que leurs réalités sont très différentes, les contextes sont les trajectoires sont très différentes. Donc, pour faire simple, c'est un peu comme ça. Pardon, merci. Je ne sais pas si les doyens veulent réagir. Oui, il y a quelqu'un derrière qui avait demandé la parole. Madeleine Bagnola, je vois que vous êtes en ligne. Si vous êtes en ligne, faites-moi signe parce que je vous ai un peu oublié, vous m'excuserez, mais vous devez faire votre communication tout de suite après. Monsieur, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. J'ai 3 petites questions rapides. La première, depuis le retrait des armées françaises du Mali et du Burkina, peut-on toujours parler d'une doctrine politico-militaire française en Afrique? Vous avez entendu la question? D'accord. Je disais, depuis le retrait des armées françaises du Mali et du Burkina, peut-on parler toujours d'une doctrine politico-militaire française en Afrique? Ça, c'est pour la première question. Si vous permettez, j'enchaîne avec la deuxième et la troisième rapidement. La deuxième, avec les événements survenus en Russie la fin de semaine dernière, quelles répercussions, quel impact peut avoir cette guerre interne en Russie sur l'Afrique, sur les pays africains? Troisièmement, rapidement, depuis qu'on parle de la Chine en Afrique, personne n'a parlé de l'impact de la BRI, Belt and la ceinture, l'initiative chinoise en Afrique. Bon, de par le monde, c'est pas seulement en Afrique, mais qu'en c'est l'Afrique. Cet aspect-là, je ne l'ai pas entendu dans la présentation, je ne sais pas si je l'ai manqué ou bien si ça va venir après. Merci. Vous avez la parole, monsieur, pour répondre. Pour ma part, je ne sais pas si je suis en train depuis la France, militaire française a fait ça. Oui. La première question portait sur les... Je disais tout à l'heure dans mon... Allez-y, pardon. Oui. Je disais tout à l'heure dans mon intervention que
suite au retrait de la France et de la France au Burkina, la France a été obligée de repenser sa présence militaire en Afrique. Et c'est à la suite de l'impact de ce retrait, comment on considère comme obligatoire, que le président Emmanuel Macron a annoncé le 27 février 2023 une nouvelle politique française en Afrique que nous attendons tous de manière documentée. Cette nouvelle politique sécuritaire française n'est pas encore mise en œuvre, mais elle est en cours d'élaboration et en cours d'élaboration avec les partenaires africains. Et dans son annonce, il a incité deux axes. Le premier axe, c'est la transformation des bases militaires françaises en Afrique en académie. D'où la prééminence de la formation militaire dans la nouvelle sécurité que la France va mener avec les États de la loi en particulier. Et le deuxième axe, c'est le secteur politique en Afrique, étant l'européanisation des interventions militaires françaises en Afrique. C'est-à-dire que la France, il souhaite que la France intervienne directement en tant qu'État seul et que la France intervienne dans le cadre de l'Union européenne. Donc, c'est pas. Très bien. Comme je crois que vous avez été deux à montrer, à parler de l'intervention, du paternalisme français, etc. Il y a vous et puis le c'est bien vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Monsieur Mbi Nguema, je ne sais pas s'il peut dire, comme il parlait de l'intervention française, mais ça c'est vous. Rodrigue Baombek. Oui, Rodrigue Baombequin, est-ce qu'il a un mot à dire sur ce paternalisme français par rapport à la question de mon collègue tout à l'heure sur l'intervention ou les retraits de la France? S'il est en ligne? Oui. Je n'ai pas bien saisi la question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de si je peux reposer la question autrement, qu'est-ce que vous pensez de la décision française, suite aux demandes du pays, le Mali et autres, qui ont demandé que les forces françaises puissent se retirer du pays. Maintenant, la République centrafricaine essaie de faire la même chose. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est une décision, ça c'est moi qui rajoute, autonome des autorités africaines qui prennent, ou alors est-ce que derrière, ils ne sont pas influencés par Poutine ou par la milice Wagner, notamment en Centrafrique, pour pouvoir dire, chasser les Français qui sont les anciens colons, nous on n'est pas colons, mais on vient vous aider à garder le pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un sentiment anti-français, n'est-ce pas, qui est genre généralisé. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Aujourd'hui, la nouvelle génération n'accepte plus, n'est-ce pas, la posture paternaliste quand la France utilise des Africains. Ça, c'est une certitude. Les manifestations contre le franc CFA, la présence française, c'est des certitudes. Et je crois qu'au Mali, c'est le peuple qui s'est soulevé pour demander le retrait des troupes françaises. Ce n'était pas les autorités, en fait, ceux qui sont en charge de la gestion du pays actuellement. Donc je crois que sur ce point-là, le sentiment anti-français, là, cependant, est-ce qu'il n'y a pas une récupération des autres acteurs à l'instar de la Russie? Certainement, quand on voit aujourd'hui la proximité, comme je l'ai évoqué tantôt, que certains États, on va parler de la SCA, du Mali, c'est cette proximité qu'ils entretiennent avec elle appelle véritablement, n'est-ce pas, sur les motivations réelles, d'un tel partenariat. Donc, de manière vraiment aussi brève, voilà ce que je veux dire là-dessus. Ok. Merci beaucoup. Avant, une autre question. Madame Bagnola, vous êtes là? Vous êtes en ligne? Je vous vois là, mais si vous êtes là, s'il vous plaît, je vais vous laisser la parole. Vous avez le droit à faire votre présentation, s'il vous plaît. Ok. Merci, monsieur le modérateur, de donner la parole. J'espère que vous m'entendez de là où vous êtes. Oui.
On vous entend très bien. Vous avez 10 minutes de parole, s'il vous plaît. D'accord. Tout d'abord, je souhaiterais remercier le comité d'organisation ainsi que le comité scientifique de ce colloque de nous permettre de partager ma modeste contribution sur cette plateforme d'échange. Alors, le triangle Chine-Russie-Afrique, quel enjeu pour le triangle France-Europe-Afrique? Il faut le dire, a suscité en nous de nombreuses interrogations relatives notamment à la présence de la Chine et de la Russie en Afrique, et spécifiquement sur l'espace francophone. Pour nos traces thématiques sur la présence chinoise et russe en Afrique francophone, entre logique d'aide publique au développement et rationalité de puissance. En effet, notre étude a été motivée par deux raisons essentielles, à savoir, premièrement, l'on observe de plus en plus au fil du temps, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, qui ont su progressivement marquer de leur présence sur le continent africain et spécifiquement dans l'espace francophone, et qui, de par leur offre, deviennent de plus en plus alléchantes. Deuxièmement, l'on constate également qu'en réalité, ces offres qui sont très alléchantes viennent en quelque sorte battre en brèche celles proposées par le modèle occidental, notamment par la France, mais également impulsent une nouvelle dynamique dans la reconfiguration de l'échiquier géopolitique d'Afrique francophone. De là, on s'interroge sur cette assistance sino-russe qui semble être conçue ou être considérée par les États d'Afrique francophone comme une bienfaisance au processus de développement, mais aussi l'on constate qu'au regard des logiques qui dirigent la scène internationale aujourd'hui, qui sont essentiellement égoïstes, on s'est permis, lors de notre travail, d'axer notre réflexion sur deux points, notamment l'aide publique au développement sino-russe, comme étant cette aide bien accueillie, bien heureuse pour l'Afrique francophone, mais également cette aide qui, de par ses opérations, de par ses actions, semble avoir un usage pour. Pourquoi bienvenue? Tout simplement parce qu'on observe que l'aide proposée, que ce soit par Moscou, que ce soit par Pékin, est reçue comme une aide salvatrice, si je peux me permettre de mettre entre guillemets, du fait de sa souplesse dans son applicabilité, mais également de ces modalités qui se veulent un peu solidaristes. Et de plus, l'on constate également, comme je disais en entame, que l'aide publique, que ce soit chinoise, que ce soit russe, n'est pas complètement différente de celle que propose le modèle occidental en Afrique francophone. Tout simplement parce que derrière cette aide au développement, il y a une construction de la puissance géopolitique de ces deux grandes puissances, à savoir la Chine et la Russie, en Afrique francophone. Et tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut retenir de notre argumentaire, c'est juste que, en effet, l'aide publique au développement chinoise ou russe est en réalité une farce et ne peut en réalité aider le continent africain, spécifiquement l'espace francophone, à se développer dans le sens profond même du terme aide publique au développement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame. Je repasse, je retourne à la salle. On a encore un peu de temps pour le débat. S'il y a des questions pour vous ou pour les autres intervenants, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Ou peut-être entre vous intervenants, j'aurai une question à poser, et puis celui qui veut intervenir pourra le. À madame Bagnola, vous dites l'aide publique au développement russe et chinoise poursuivent le même objectif de votre point de vue que l'aide publique au développement européen ou français.
Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que ces aides publiques-là sont faites sur la même base? Est-ce que les Européens aident les Africains de la même façon que les Chinois aident les Africains? Pour reformuler la chose autrement. Et question subsidiaire, quelle est la forme d'aide dont veulent les Africains? Voilà. À votre première question, je dirais ces deux formes d'aide, que ce soit calquées sur le modèle occidental, que ce soit calquées sur le modèle chinois, ne sont pas sur les mêmes bases. Le modèle chinois se veut plus être sur une base d'amicalité, construire des modalités plus souples, plus malléables que celles que propose le modèle français ou le modèle occidental. Et cela se vérifie de par l'accroissement des actions du gouvernement chinois sur le continent africain et notamment sur l'espace francophone. On constate de plus en plus qu'il pose des actions concrètes, qu'il pose des actions multiples, peu importe le domaine, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit même militaire, que ce soit même humanitaire, si je peux me le permettre. Mais toutefois, dans leurs actions, on n'oublie pas, en tant que puissance à devenir, de construire et d'imposer leur puissance sur la scène internationale. C'est tout ce que je peux dire. Oui. Je ne la pose pas à vous simplement, mais je ne sais pas si vous étiez là en ligne ce matin. Il y a quelqu'un qui a évoqué le fait que je l'ai vu tout à l'heure dans ma présentation. Quand vous dites que les aides ne se font pas, que l'aide chinoise se fait sur une modalité plus souple, plus malléable que l'aide européenne, je dirais oui et non. Oui, dans ce sens que les Chinois, les Russes disent qu'ils veulent être pragmatiques, qu'ils ne veulent pas imposer le respect de la démocratie, des droits de l'homme, etc., comme les Européens ont l'habitude de le faire. Mais souple, malléable, je vais relativiser parce que deux exemples, le Mozambique et Djibouti ont des dettes chinoises. Les contrats que la Chine fait signer aux États africains sont beaucoup plus sévères que les contrats que les Européens ont fait signer aux Africains. Bientôt, si nous ne faisons pas attention, à 2030, c'est les Chinois qui vont lever l'Afrique, puisque beaucoup de chefs d'État ont vendu la terre de leur pays aux Chinois. Donc demain, quand on va avoir faim, on ne pourra pas manger les légumes qui poussent dans nos propres terres, puisque ces terres-là, on les a vendues aux Chinois. Est-ce que ça, c'est de la souplesse? Est-ce que c'est de la malléabilité? Quand le Djibouti ou quand le Mozambique n'arrive pas à payer sa dette à la Chine, où est la souplesse? Où est la malléabilité par rapport aux accords qui se veulent souples, qui se veulent inconditionnels? Je trouve qu'ils sont beaucoup plus sévères que les Européens, avec qui on a l'habitude de travailler. Et sous couvert de dire il n'y a pas de conditions, je vous construis un hôpital, d'accord, on voit l'hôpital. Je vous construis un chemin de fer, on voit le chemin de fer au Nigeria. Le train ne circule pas sur ce chemin de fer-là, il est déficitaire, il y a plein d'argent, c'est comme si on avait ouvert les fenêtres, l'argent est passé d'une pièce à une autre, c'est sorti. À quoi ça sert d'ouvrir un chemin de fer si le train ne passe pas et si ce n'est pas rentable pour l'État? Souplesse, malléabilité, j'ai des doutes. Je ne sais pas ce que vous pensez et tous les autres intervenants. Si est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes-là qui me font un peu rebondir, la modalité souple et malléable du point de vue chinois et russe, j'ai vraiment beaucoup de doutes. Quel est le pays au monde jusqu'à présent, regardons dans le rétroviseur, que les Chinois et les Russes ont aidé à se développer? Citez-moi un exemple. D'accord, vous me direz quel est le pays que les Européens ont aidé à se développer en Afrique. C'est vrai. Mais c'est sur la souplesse et la malléabilité que je me permets d'insister, de douter. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. Voilà.
et de la dette. Madame, si vous avez une réaction ou les autres, je ne sais pas, à moins qu'il y ait peut-être une question dans la salle. Monsieur Bourjolbo, s'il peut intervenir, lui qui a parlé du partenariat Europe-Afrique, est-ce que vous êtes d'accord avec cet adjectif de souplesse et de malléabilité par rapport aux modalités du triangle Chine, Russie et Afrique, qui serait donc beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable que le triangle France-Europe-Afrique? En fait, j'aimerais même bondir dessus parce que là, il y a beaucoup de nuances à faire parce que si on suit de près les rapports de certains pays qui ont participé à la Chine, on comprend réellement que ce n'est pas du tout vrai. Ce qui se passe, il n'y a pas assez de malléabilité dedans. Dernièrement, la RDC Congo avait commencé à critiquer l'accord qu'elle avait passé avec la Chine à travers l'échange des ressources naturelles contre les infrastructures. Donc à ce niveau, la RDC commençait déjà à critiquer la Chine de n'avoir pas pu d'ailleurs respecter le délai et que d'ailleurs les matériels qui ont été utilisés ne sont pas de bonne qualité. Tous ces éléments montrent que la Chine vise seulement ses intérêts et que les pays africains doivent être obligés, c'est-à-dire doivent être sur leur qui-vive pour avoir des partenariats beaucoup plus respectueux. Je reviens par exemple sur le cas du Tchad qui durant ces dernières années, a eu des accords avec la Chine. Le siège de l'Assemblée nationale est revendiqué par la Chine pour la simple raison qu'ils ont construit, la Chine a construit, et que jusqu'aujourd'hui, l'État tchadien n'a pas pu payer les loyers. Donc, ils demandent d'ailleurs à l'Assemblée tchadienne de quitter le lieu parce que ça leur appartient de droit. Il y a beaucoup d'exemples comme ça partout dans les pays africains. Tout ça pour dire que les partenariats entre la Chine et les pays africains, c'est des partenariats nouveaux et nous n'avons pas encore cerné tous les méandres. Dès lors que nous allons arriver à cerner les méandres, nous allons comprendre que les pays africains sont en train d'être occupés par la Chine qui met en avant un système de partenariat gagnant-gagnant alors qu'en dessous, ils profitent. Il y a des exemples même en Asie. Certains corps ont été déjà récupérés par la Chine pour plusieurs années parce que ces pays ont signé des accords et puis ils n'ont pas pu arriver à respecter leur part. Donc sur ce, j'aimerais nuancer. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la conférence, mais j'ai dit, comme vous avez dit si haut, aujourd'hui ce que l'Afrique devrait faire, c'est de chercher à s'imprégner, c'est-à-dire à s'impliquer dans des partenariats dont elle peut tirer une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire que ce soit avec les Chinois, que ce soit avec les Russes, que ce soit avec les pays européens, l'Afrique doit être en mesure de négocier des accords assez beaucoup plus importants. Je peux dire quelque chose? Oui. Oui, on vous entend. Pour ma part, je pense que c'est peut-être temps que nous considérions le fait que là ne sont pas des relations politiques, des relations d'action, ce sont des relations que ce soit l'Europe, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, chaque acteur en Afrique pour ses intérêts. Et ce impose à chacun de prendre leurs intérêts. Et c'est de leurs intérêts, que ce soit dans leur coopération avec l'Europe, que ce soit dans leur coopération avec la Chine, avec la Russie ou avec tout autre partenaire international. Je pense que lorsque cette dimension de maximisation des intérêts dans les relations entre l'Afrique et ses partenaires internationaux sera définitivement intégrée, on ne sera plus trop dans une logique de qui est bon, qui est mauvais. Parce que chacun est bon, chacun est mauvais, chacun a des défauts, chacun a des qualités.
Mais maintenant, qu'est-ce que nous dirons en tant que conseil qui peut nous être utile dans la construction de notre développement? Donc, pour ma part, c'est une question de dire que l'un est bon, l'un est mauvais. C'est une question de voir comment est-ce qu'on peut tirer profit de l'un et aussi bien tirer profit de la dernière chose que je veux dire, c'est il faudrait, à mon avis, que les Africains nous prenions de conscience que le continent africain ne se construira pas dans l'attente de ce que les autres vont apporter. L'Afrique a suffisamment de richesses, l'Afrique a suffisamment de ressources humaines, l'Afrique a suffisamment d'intelligence. Il est important aujourd'hui que les États africains mettent un accent au niveau interne sur leur manière de gérer les choses. Et c'est à ce niveau que je rejoins pour répondre à la première question du doyen. La responsabilité est partagée. Elle est partagée entre les acteurs extérieurs qui sont dans leur rôle de défendre et de leur poursuivre, que ce soit par la négociation ou par la guerre. C'est leur droit, c'est leur rôle. On doit leur reconnaître. Et c'est notre droit, c'est notre rôle à nous de nous préparer pour nous défendre et de nous préparer pour négocier. Et je suis d'avis avec, tout terminer avec le modérateur, que l'Afrique a une énorme responsabilité. Il veut dire aux Africains aujourd'hui de se regarder devant la classe et de se dire de quoi est-ce qu'en tant qu'Africains, nous contribuons véritablement au développement de nos pays, de nos continents, ou alors nous participons plutôt à l'appauvrissement de nos continents. Ce ne sont pas les Européens qui volent, qui détournent des fonds d'argent, ce ne sont pas les Européens qui créent des crises parce que les uns et les autres peuvent devenir. C'est nous les Africains qui sommes responsables de ça. Et il faudrait qu'on fasse du ménage au niveau intérieur. Et ce ménage, à mon avis, je pense que l'Afrique va aller dépendant de ces mondes pays pour avancer. Pour me remercier. Merci beaucoup. C'est un commentaire dans la salle, une question à poser à nos intervenants. Oui, monsieur. Bonjour. Je voudrais intervenir et interagir avec ce qui a été dit dans la salle. Justement, à propos de la Chine, en suivant les investissements de la Chine depuis 2009 jusqu'en 2022, ils ont investi plus que 511 milliards dans l'économie verte. Et l'Afrique, seulement 32 milliards de dollars. Alors, autant qu'on a considéré l'Afrique, la Chine comme en quelque sorte le sauveur de l'Afrique, chose qui n'a pas été faite que ce soit par les Européens, que ce soit par les Américains. Il faut aussi noter que cela n'est pas gratuit, c'est-à-dire le besoin en ressources naturelles pour la Chine ne cesse d'augmenter. Donc, ce développement de partenariat vis-à-vis de l'Afrique, il y a deux choses qui les poussent. Il y a les ressources naturelles et en plus les deux tiers des terres fertiles. Donc, en ce qui concerne les ressources naturelles, et ça, j'aimerais bien qu'on jette un coup d'œil dessus, c'est que les Chinois, ils choisissent bien leur partenariat. Ils cherchent les pays les plus, disons, les top exportateurs des matières premières et des ressources naturelles. Cherchent le Mali, cherchent le Niger. Le Mali est le premier exportateur de l'or, avec 68 millions de tonnes en 2022. Il y a le Burkina Faso avec 65 millions de tonnes en 2022. Il y a aussi le Niger, qui est le deuxième exportateur de l'uranium, et on sait bien l'utilisation de l'uranium. Il y a aussi le pétrole avec le Nigeria, le premier exportateur mondial. Le paradoxe est là. Comment ces pays dont j'ai cité et qui constituent des top exportateurs, y compris au Maroc dans le phosphate, et ils se trouvent dans les derniers pays du monde. Ça, c'est une question qui nécessite beaucoup de réflexion. Autre chose, vous ne voyez pas qu'il y a aussi d'autres obstacles qui sont d'ordre interne, tels que
la question d'analphabète. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Européens, pour lutter contre cet analphabète durant toutes ces décennies et durant tout le colonialisme? On compte actuellement plus que de 150 millions d'analphabètes en Afrique, et ça, c'est un obstacle interne. Aussi, il y a, et c'est très important, une instabilité politique. On parle de l'intervention chinoise, de l'intervention russe dans les pays, mais en parallèle, après le Covid, on compte plus que 10 coups d'État. Est-ce que vraiment ces interventions de ces partenaires participent à la stabilité politique? Donc voilà, c'est ça l'objectif de mon intervention. Moi, je pense que c'est une question, je dirais, philosophique, parce que même en utilisant les différentes variables, les différentes équations mathématiques, ça serait difficile de répondre à ce paradoxe. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Je vais laisser, je dirais un mot à la fin, les intervenants, chacun donner en 1 minute, si vous voulez, une réponse, réagissez à ces questions-là. Si vous les avez bien entendues. Madame Vannelag, honneur aux dames avant. Je mets la drap un peu. Est-ce que vous avez... Voilà, allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le modérateur, vous pouvez reprendre la question parce qu'on a de la peine à le suivre. Oui, alors, le collègue demandait ici, on a parlé beaucoup de la Chine. Il vous interroge en tout cas, il nous interroge tous, autant que nous sommes, mais vous en premier, parce que c'est vous qui avez présenté vos communications. Il nous interroge sur l'investissement chinois en Afrique. La Chine a beaucoup investi en économie verte pour elle, et l'Afrique, toute l'Afrique, les 54 pays en ont investi. L'Afrique 500 milliards, je crois, c'est bien les chiffres. Et nous, en Afrique, on a de 200 milliards, c'est ça? Et dans 200 milliards, si j'enlève le Maroc, il n'y a plus rien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la Chine, quand elle vient ici en Afrique, les collègues nous disent qu'elle choisit très bien quels sont les pays où elle veut investir. Ce sont des pays qui ont des terres fertiles, des pays qui ont des ressources minières très importantes, donc c'est là qu'elle va investir. Pour faire plus simple, la Chine, elle choisit où est son intérêt, elle va investir dedans. À côté de ça, donc ça c'est la première intervention, votre réaction par rapport à ces choix chinois dans l'investissement vert, puisqu'on parle de réchauffement climatique, et on oppose les choix faits par la Chine et les choix faits par les Africains. Deuxième intervention, deuxième observation, de manière générale, l'analphabétisme en Afrique. Qu'est-ce que les Européens ont fait pour l'analphabétisme en Afrique? Parce que normalement, moi j'aime bien dire ça aux étudiants, parce que lorsqu'on veut construire un État, la première industrie doit être l'éducation, l'enseignement. Donc il faut d'abord investir dans les écoles pour que tout le monde apprenne à lire et à écrire. Pas forcément pour avoir un diplôme, mais qu'on apprenne à lire et à écrire parce que ça vous permet d'évoluer un peu partout. Si vous ne savez pas lire et écrire dans le monde actuel, ça devient un peu plus compliqué. Donc on a un taux très important d'analphabétisme en Afrique. Comment on fait avec ça? Troisième interrogation, troisième observation. Parmi les États qui sont instables dans le monde, plus de la moitié se trouve ici, en Afrique. Ça veut dire que dans ces pays-là, on ne peut pas faire des programmes à long terme en termes d'investissement, puisque c'est instable. Il y a un président aujourd'hui, donc on n'est pas sûr qu'il sera là demain, etc. Voilà, trois interrogations. Choix des investissements vers en Chine et puis en Afrique, l'analphabétisme en Afrique et l'instabilité politique en Afrique. Madame Bagnola, vous êtes là? Non, restez déconnecté. Alors, s'il y a un monsieur qui veut, Bourjolbo ou M. Nguema, si vous avez bien suivi les observations du collègue, quelle est votre réaction là-dessus? Sur ces trois aspects, le choix de l'investissement vert, l'analphabétisme et l'instabilité politique.
M. Nguema, je ne vous entends pas. Ah. Vous m'entendez là? Oui, oui, ça va mieux. Allez-y. Alors, je disais que, par rapport à toi, la connexion n'est pas bonne. La connexion n'est pas bonne. Vous rapprochez-vous de votre micro parce que ça coupe. On entend un mot sur deux. Faites comme tout à l'heure, essayez de vous déconnecter, vous reconnecter parce qu'on ne vous suit pas. Je passe à M. Bourjolbo. Le temps que vous vous déconnectez, vous reveniez. Oui, s'il vous plaît. Oui, en attendant, je peux avancer quelques pistes de réponse. En fait, en ce qui concerne l'instabilité politique, il faut se dire que la Chine et la Russie essayent de viser beaucoup plus ces pays instables pour pouvoir, sincèrement, pouvoir profiter de leurs ressources naturelles. Parce que si je vois bien, si je prends l'exemple de la Centrafrique, l'exemple du Mali et puis les pays d'Afrique de l'Est, la Chine investit dans les pays instables pour pouvoir beaucoup plus utiliser, pour pouvoir profiter des ressources naturelles, tout en sachant que le système politique n'est pas en phase et puis du jour au lendemain, les dirigeants se changent au fur et à mesure. Et en ce qui concerne le choix de l'éducation, nous savons tous qu'en Afrique, normalement, comme vous venez de le dire, on doit baser le développement sur l'éducation, mais ce n'est pas le cas. Si par exemple, aujourd'hui, la Chine est en train de se positionner au devant de la scène, la Chine est le premier investisseur en Afrique aujourd'hui. Si la Chine était au moins beaucoup plus orientée sur les intérêts du développement en Afrique, la Chine devrait beaucoup plus investir dans l'éducation. Mais ce que la Chine fait aujourd'hui, à travers son soft power, je ne pense pas que la Chine fait beaucoup plus dans ces domaines parce que la Chine a ouvert des instituts confucius partout dans les capitales africaines. Mais qu'à cela ne tienne, c'est des instituts qui sont ouverts pour galvaniser beaucoup plus dans le domaine culturel, c'est-à-dire pour faire miroiter l'image de la Chine en Afrique. Sinon, en réalité, sans un système éducatif en place, sans relever le taux de l'analphabétisme, je pense que le développement ne sera pas au rendez-vous. Et en ce qui concerne les investissements chinois, par exemple, sont beaucoup plus orientés dans des domaines directement productifs, dans des domaines beaucoup plus productifs et puis immédiats. Par exemple, je parlais tantôt du contexte, c'est-à-dire du contexte des accords avec la RDC, la RDC, où ils ont acheté, ils ont pris des terrains pour les exploitations agricoles en échange des constructions, c'est-à-dire des constructions des infrastructures routières et puis autres. Car si on voit bien, on trouve que le choix de la Chine est beaucoup plus proportionnel et puis axé sur ses propres intérêts que les intérêts africains, que les intérêts des pays africains. Et ce qui nous fait revenir sur les relations entre les pays européens et puis les pays africains, que beaucoup plus je trouve méthodique et puis respectueux des pays africains, même si les Africains n'ont pas beaucoup plus d'attache à ces coopérations entre les pays européens et les pays africains, dont les liens historiques font d'abord créent beaucoup plus de problèmes. Sinon, si je fais un peu une comparaison entre les coopérations entre la Chine et les pays africains et la
comparaison entre les pays européens et puis les pays africains. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus mieux de revenir sur ces coopérations afin de pouvoir relancer les nouvelles. Je ne sais pas, M. Nguema est venu, je vais lui laisser continuer à la suite. Très bien, merci beaucoup. M. Nguema, oui.